présente le prochain conférencier. Jean-Pierre Guillaume, qui est ostéopathe, médecin et exerce exclusivement l'ostéopathie depuis plus d'une trentaine d'années. Il est parmi les premiers ostéopathes français. Il a été un des acteurs de l'évolution de l'ostéopathie en France et en Europe dans de nombreux secteurs. Investi dans la formation depuis 1987 en tant que cofondateur et directeur du Collège ostéopathique européen, il est responsable d'un des plus importants centres de formation en Europe et de la clinique ostéopathique du COE. Il est auteur du livre « Être vivant », l'ostéopathie nouvelle médecine humaniste, qui a été publié en 2009, et il a aussi écrit une soixantaine d'ouvrages et d'articles, aussi bien pour la formation, la recherche ou le grand public. D'ailleurs, pendant le cocktail, tantôt, si vous voulez une dédicace, ceux qui ont l'atelier avec Jean-Pierre, demain, vous allez recevoir le livre, mais les autres, vous pouvez vous le procurer à la librairie, et si vous voulez le faire dédicacer, il va le faire. Si vous lui payez un verre de vin, il va en faire encore plus. On peut aussi se procurer son livre, si vous ne l'avez pas ici parce qu'il n'en reste plus, à travers le site Amazon. Alors, accueillons Jean-Pierre Guillaume. Merci beaucoup. C'est très gentil de nous accueillir ici à Montréal. Moi, je vous remercie de parler français. Vous avez dû vous douter de mon impossible anglais, alors merci encore de parler français. Bon, vous voyez le titre de la conférence, c'est quasiment Mission impossible en 45 minutes. Parler et du concept et des évaluations cliniques. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est un peu de vous retracer l'historique, notre parcours. Je pense que j'ai aujourd'hui beaucoup plus de questions encore que j'en avais avant, donc n'attendez pas de réponse. Ce que je dirais n'est pas empreint d'une grande vérité. Je vais essayer de franchement communiquer avec vous. Et puis voilà. Donc, lorsqu'on a commencé à enseigner, à pratiquer, on a reçu beaucoup d'informations diverses et variées, venant d'une partie anglaise, aussi d'une partie américaine. On lisait les livres. On avait des enseignants qui, des fois, ne savaient pas trop ce qu'ils disaient. Ils répétaient des choses auxquelles nous, on ne comprenait pas trop non plus. Donc, on était un petit peu perdus. On était obligé d'essayer de se structurer. On a expérimenté. Au bout d'un moment, ce qui est apparu comme important, c'était de faire ce qu'on a entendu déjà ce matin, c'est de faire un peu le ménage au niveau de la sémantique. Et puis aussi, en se posant des questions, très honnêtement, d'essayer de comprendre ce qui se passait lorsque l'on traitait ce qui se passait par rapport au concept ostéopathique initial. Et là, il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'il faut à tout prix séparer la pratique issue d'une médecine empirique. Et ce matin, Yves disait quelque chose de très juste, c'est d'abord la clinique, qui doit être essentielle. Et à la lumière de cette clinique, on fait des observations, on observe ce qui ne marche pas, et on continue de progresser de cette façon. C'est la base même de la science empirique et de la science expérimentale. C'est très important, pour nous en tout cas, de reconnaître cette origine et de ne pas en avoir honte. Il ne faut pas à tout prix faire du scientisme. On est d'origine empirique. Aujourd'hui, on ne sait très peu de choses au niveau des fondamentaux de l'ostéopathie, et restons humbles à ce sujet-là. Alors la nature ayant horreur du vide, la tendance, c'est de vouloir donner des réponses là où il n'y en a pas. Donc s'il y a une culture à avoir, c'est le « je ne sais pas ». Et la meilleure façon de communiquer, ça c'est mon expérience, parce que j'ai fait mes études médicales, j'ai repris médecine, j'avais 30 ans, j'étais kiné à 21 ans, j'ai dû exercer kiné 1 mois, et après je suis tombé en ostéopathie. Et je ne l'ai plus quitté. Et j'ai fait médecine pour complémenter l'ostéopathie. Mais toujours est-il que quand j'étais confronté pendant mes études de médecine avec le monde médical, avec les chirurgiens, dans le monde hospitalier, un monde très dur, en même temps, à chaque fois que je disais simplement et que je montrais simplement ce que je faisais, et que je n'essayais pas d'expliquer ce qui n'était pas explicable, je n'essayais pas de produire des modélisations qui ne tiennent pas la route, j'ai toujours eu un accueil très favorable. Donc, je vous invite tous à continuer à être très fiers de notre clinique, très fiers de notre histoire, très fiers des fondateurs, au niveau de la clinique et ce qu'ils ont trouvé. C'est absolument génial. Mais à côté de ça, ne cherchons pas à tout expliquer, surtout quand l'explication ne tient pas la route ou que l'explication date de plus de 100 ans, par exemple. Alors, pour commencer à faire de la recherche, il y a 2 points de vue. Il y a une chose dans laquelle il faut faire de la recherche, c'est l'ostéopathie elle-même. C'était notre premier travail. Et on a été stimulé pour ça, si je me rappelle bien, dans les années 90, par l'envie de faire des évaluations. Moi, j'étais en médecine et
à chaque fois, dans les services, on me posait toujours la question. On me disait, mais est-ce que tu as des études? Est-ce que vous avez validé quelque chose? Est-ce que vous avez évalué? Est-ce que vous avez des livres? Et je suis désolé, la littérature fin 19e est hermétique, très difficile à comprendre. Moi je sais qu'il y a des phrases de style que j'ai mis des années à comprendre, et il m'a fallu beaucoup de pratique pour commencer à sentir la fibre du clinicien. Si vous donnez ça à un hospitalier quelconque, c'est fini. Ou il faut faire l'explication de texte, hein, il faut aider, quoi. Hein. Donc la première chose à faire, c'était faire de la recherche en ostéopathie propre pour pouvoir faire monter des protocoles d'évaluation clinique. On s'est aperçu, par exemple, que avec les terminologies de l'époque, dans les années 90-95, ce qu'on a vu ce matin, on dénommait des dysfonctions vertébrales. La dénomination des dysfonctions vertébrales, que ce soit les trucs de Frayette en ORS, tout ça, ou les PRL, ARL, si vous analysez un petit peu, c'est une espèce d'idée virtuelle d'un positionnement vaguement superposable avec la biomécanique, mais que vous ne pouvez en aucun cas évaluer avec vos mains. Ou alors vous êtes extrêmement fort. On a vu ce matin le mal qu'il y a à essayer d'analyser un mouvement avec des moyens modernes, des imageries modernes qu'il n'y avait pas à l'époque. Et on voit la difficulté qu'il y a, et vous pouvez espérer qu'en touchant à peine un tout petit bout d'os au travers d'1 centimètre de tissu, de couche dermique et sous-dermique, vous arrivez à dire que ça fait tel mouvement de latéroflexion et tel degré. Évidemment, ce n'est pas possible. Et en plus, donc ça fondamentalement, hein, ça ne tient pas la route. Et en plus, pour faire des études, si on veut suivre l'évolution de notre travail et voir de quelle manière le patient va être amélioré sous différents points de vue, et notamment le point de vue, par exemple, de ses gains de mobilité, la terminologie de l'époque ne nous permettait pas de le faire. Donc, bon, je vais faire court parce que je pourrais vous parler de ça pendant des heures, mais on verra ça avec ceux avec qui on travaillera pendant les 2 journées. Mais on a dû faire un gros travail de recherche en ostéo, de nettoyage en ostéopathie, pour pouvoir commencer à se positionner au niveau des études. Donc là, on l'a fait, on a créé une entité Ostéa qui, déjà à cette époque, a commencé à poser la recherche et le développement en ostéopathie. À côté de ça, on a créé une autre entité qui s'appelle l'AREDO, qui est le département de recherche du Collège ostéopathique européen, qui est l'association pour la recherche, l'étude et le développement de l'ostéopathie en Europe. Et on a essayé de monter des études. Alors pourquoi on a monté d'abord des études cliniques? Parce qu'on n'avait même pas ni les moyens ni l'idée de faire de la recherche fondamentale, c'est venu un petit peu après. On s'est dit que le plus simple, c'était d'évaluer cliniquement, c'était le plus nécessaire. Expliquer comment ça marche, c'est colossal, c'est très difficile. Maintenant, observer si ce que l'on fait peut être recevable, si éventuellement on a des résultats, c'était quand même un peu plus à notre portée. Alors pour faire ces études, on s'est inquiété du système EBM, donc Evidence Based Medicine. Et on est tombé sur des lascars qui nous ont dit, taratata le concept, vous allez prendre une pathologie, un geste, et vous allez répéter le geste sur une pathologie, et on va voir si ça marche. Alors au début, vous savez, chez les ostéopathes qui ne sont pas médecins, et surtout à cette époque, il y avait un énorme complexe. Il y a une chose dont je veux parler, c'est la peur. Il y a une peur chez les ostéopathes, il y a un manque de fierté. Il y a une fierté entre nous, on a une fratrie qui est très fière, et j'espère qu'on est très fiers. Mais dès qu'on les met à l'extérieur, face au pouvoir médical et à une certaine pseudo-connaissance ou science, parce que la médecine n'est pas très scientifique, d'un seul coup, plus personne ne dit rien et tout le monde est terrorisé. Et nous, on était aussi un peu terrorisés, moi le premier, en se disant, je ne connais rien, on va essayer de faire quelque chose de correct. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas renoncer comme ça 100% au concept, parce que de toute façon, on sera perdant. Alors, on a décidé d'arrêter les premiers contacts qu'on avait, les premiers partenaires, et puis on a trouvé des gens remarquables, que je remercie ici, le docteur Guy Zetoun, qui était un chirurgien et qui avait les mêmes problèmes pour faire des évaluations scientifiques dans le monde de la chirurgie, où tout était à peu près comme nous, empirique, transmission maître-élève, rien n'était validé, la même chose. Et puis on a travaillé aussi avec un méthodologiste hospitalier, le docteur Guy Fontaine, qui nous a énormément aidés, parce que voilà, on tombe sur quelqu'un de très compétent, très intelligent, très accueillant, et il a compris notre problématique, il nous a beaucoup aidés à monter des protocoles. Donc on s'est lancé. Alors on a réalisé des études cliniques, voilà, en 1996, vous avez des exemples. On a la chance aussi d'avoir une formation en Allemagne, donc en Allemagne on a pu faire l'équivalent d'études, ce qui multipliait les centres, ce qui multipliait les résultats, donc c'était intéressant. On a fait à peu près la même chose sur le colopathie fonctionnel. Ici, ce n'est pas mentionné, on en a fait aussi sur la cervicalgie. Alors, on a choisi des thèmes, pas par hasard.
Pourquoi on a choisi ces thèmes à cette époque? C'est parce que vous savez, quand vous faites une étude clinique, normalement, vous êtes tenu de vous comparer avec un traitement existant qui a déjà été validé. Et ce n'est pas tout à fait ce que font les labos pharmaceutiques en France. Hein. Mais nous, on nous oblige à le faire, mais bon. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'était pas idiots, c'était très compliqué de monter ça. On a monté nos protocoles sur des symptomatologies dont le résultat thérapeutique n'avait pas été validé en médecine classique. Alors ça, c'est aussi une chose qu'on a appris en faisant de la recherche de littérature. C'est fou ce qu'il y a dans les recherches de littérature. Et on a découvert que la médecine classique faisait semblant d'avoir des très bons résultats et qu'en fait, il n'avait rien validé du tout. Et si vous prenez le temps d'aller chercher dans ce domaine, vous verrez qu'il ne valide très peu de choses. Et là, on est plus dans des questions de pouvoir et d'argent que dans des questions scientifiques. On a beaucoup de preuves en ce moment. Je ne m'étalerai pas. Donc, on a monté ces études. On a réussi à faire des études versus placebo. On a appris beaucoup de choses. D'abord, on a appris beaucoup de choses en les montant. Et puis, on a appris aussi, par exemple, à quel moment il y a du placebo. Enfin, en tout cas, on le suppose. Et à quel moment on décroche du placebo. Donc, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, la consultation, une seule consultation, c'est du... On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que vous avez un effet thérapeutique ou un effet placebo? Vous ne savez pas. Dès que vous accompagnez des patients, on voit au bout de la deuxième, troisième consultation, on voit les courbes de résultats qui, là, se séparent. Et on avait, à l'époque, des résultats extrêmement significatifs. En revanche, ces études avaient beaucoup de biais. On avait des petits nombres. C'était très dur de faire travailler, alors on l'a vu ce matin avec Liv, c'était très dur de solliciter des étudiants en fin de formation, des professionnels. C'était vraiment trop difficile de recruter tant de monde. Et on avait des populations comparées d'une trentaine de personnes. Il y avait beaucoup de biais dans l'utilisation des critères de jugement, parce que c'est le thérapeute qui lui-même travaillait avec donnait les critères de jugement, recevait les résultats du patient. Donc on a fait une première étape qui est extrêmement intéressante, parce qu'on a appris à les faire, on les a fait, on a eu des résultats. C'est une étape, mais après on a arrêté d'aller dans ce sens, et vous allez voir la suite après. On avait été aussi sollicité par le COSB4 de la Commission européenne pour essayer de faire une évaluation des études cliniques en Europe. Alors ça a été une grande épopée qui s'était finie à Pavie, dans les sous-sols de Pavie, tu te rappelles Yves. Et là, ça a aussi été une grande leçon. C'est 1 an et demi de travail, c'est 12 personnes. Auparavant, pour pouvoir analyser ces études, on avait créé une grille de lecture qui avait été publié dans le journal Karger. Le Karger, c'est un journal qui travaille étroitement en Allemagne avec le British Medical Journal. Donc c'est un journal très sérieux. Il a fallu 1 an pour qu'on puisse être accepté au niveau de cette grille. Donc franchement, tout le monde a beaucoup travaillé. Je crois que ce rapport est dans un tiroir quelque part et n'a été absolument pas utilisé. C'est aussi la leçon que je vous livre tout de suite. Et c'est la leçon partagée avec les homéopathes. J'étais en congrès à Monaco en automne, et tous les gens de chez Boiron sont assez catastrophés parce que d'eux-mêmes, on a exigé d'eux qu'ils fassent des études scientifiques. Ils ont fait les études et ils sont en baisse très claire au niveau de leur présence dans le monde de la santé. Pourquoi? Parce qu'ils ne communiquent pas. Alors, il faut entendre ça. D'accord pour faire des efforts, mais après, il faut savoir communiquer. Autrement, ces efforts sont vains. Et c'est aussi une charge que l'on a, nous. On s'est intéressé aussi, dans l'esprit dont je vous ai parlé, d'aller un petit peu au fond des choses, sur les sciences fondamentales. Alors, on a fait quelques études avec notamment l'école vétérinaire de Lyon pour voir la réponse des tissus. On crée, vous savez, des adhérences auprès d'une population de rats.